Hello everyone. Alors, maintenant, nous allons, au travers de cette nouvelle vidéo, vous montrer comment est-ce qu'on peut écrire une translation, tout comme une rotation, comme étant la composée de deux symétries d'axes. Voilà. Nous avons donc ici dans notre schéma ABCD un carré direct de centre O, I et J les milieux respectifs des segments AD et BD et BC, T la translation de vecteur AD et R1 la rotation de centre O et d'angle pi sur 2. On me demande d'écrire T et R1 comme composés de deux symétries d'axes. Alors, voilà le schéma. Je vais directement faire le schéma pour que nous puissions, une fois entrer dans le vif du sujet et que vous compreniez comment est-ce qu'on fait pour écrire donc une rotation et une translation comme composés de deux symétries d'axes. Donc, avant de pouvoir se lancer donc dans la résolution de ces petits exercices, on va faire ce petit rappel, le cours qui est très nécessaire pour qu'on puisse comprendre dans notre compréhension ici. On nous a dit tantôt que lorsque vous aviez deux axes qui sont parallèles, alors la composée S delta rond S delta prime nous donnait une translation de vecteur 2 O', O. Et on tenait bien à ce que le point ci appartienne à la droite ci et le point là appartienne à ça. Donc, ce qu'on comprend donc, c'est que pour écrire donc une translation comme composée de deux symétries d'axes, le vecteur de translation doit être tel que la longueur ou la distance ou tout ce que vous voulez, la norme du vecteur soit égale à 2 fois la distance qu'il y a entre les axes. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. C'est que la norme du vecteur là, doit être égale à 2 fois la distance qu'il y a entre les axes. Ça, c'est la première chose. Maintenant, on doit écrire le vecteur de translation de sorte que on suive le sens qui va dans ce sens. Donc maintenant, si l'on se sert de ça, essayons de nous servir donc de ça pour écrire donc la translation de vecteur AD comme étant une composée de deux symétries d'axes. Quand je regarde mon vecteur AD, le voilà. Le voilà. Nous savons que une translation, c'est la composée de deux symétries d'axes où les axes sont automatiquement parallèles. Et si les axes donc sont parallèles, on va donc chercher deux axes qui sont parallèles. Une autre chose, on va chercher deux axes de sorte que la distance qu'il y a entre ces deux axes soit la moitié de la norme du vecteur. Parce que dans la formule, c'est sur la formule du bas qu'on a vu précédemment que l'on tire dans cette propriété, parce que tout doit être vérifié. Que nous ayons de la composée de la symétrie pour la translation, de la translation pour la composée de symétrie, tout doit être vérifié. Donc, ce que je vais donc faire, je vais prendre deux axes qui sont orthogonaux à AD. Voilà, on en a trois, AB, IJ et DC. Maintenant, deuxième chose, il faut que je prenne deux axes qui sont tels que la distance soit égale à la moitié de la distance AD. Donc, c'est soit IJ et DC, soit AB et IJ. Maintenant, comment je peux vous positionner? Si jamais, par exemple, je dis que cette translation-là, c'est égal à S de AB en S de IJ. Alors, la question qu'on doit se poser, est-ce que le point ci appartient à IJ? Ou bien, si je prends, est-ce que quand je regarde mon vecteur de translation, il suit ce sens de manière à ce que on parle de IJ vers AB. Quand je regarde IJAB, IJAB va I vers, c'est IA. IJAB me donne le vecteur IA. Or, mon vecteur AD va dans ce sens. C'est pas bon. Il est bon donc de permuter. Si je permute ABIJ, je permute là en mettant ABIJ, donc je mets la G AB, IJ AB. En allant dans ce sens, quand je regarde ABIJ, je vais plutôt aller dans ce sens ABIJ. Et vous voyez que ça va bien dans le sens du vecteur AD. Et donc vous voyez que si ça et toutes les conditions sont respectées, on va dans le sens du vecteur AD, première chose. On voit également que la distance qu'il y a entre les deux droites est bien la moitié de la distance qu'il y a entre les points A et D. Et donc, on peut donc dire que la translation de vecteur AD peut donc s'écrire comme la composée de
IJ avec AB. On peut encore l'écrire. On peut encore l'écrire comme la composée de... Parce qu'il faut partir, si on dit... on peut l'écrire comme la composée de S de IJ de AD. C'est AD, non. C'est DC, pardon. DC rond S de IJ. Parce que quand on écrit S de DC rond S de IJ, cela suppose qu'on part dans ce sens. C'est-à-dire ça va dans le sens de IJ. Vous voyez? On va aller dans le sens de IJ à DC. Donc, la translation de vecteur AB peut aussi s'écrire comme étant la S de DC, bon, S de IJ, tout simplement parce que DC et IJ sont parallèles et orthogonaux au vecteur AD de plus, de sorte que la distance entre ces deux droites est égale à la moitié de la distance du vecteur AD. Voilà comment est-ce qu'on fait. Maintenant, passons à la rotation. On va toujours tirer notre propriété sur ce cas-ci. On nous a appris tout à l'heure que si vous avez deux axes qui sont séquents en un point que je vais appeler ici O, alors S de delta rond S de delta prime nous a dit que ça nous donne une rotation de centre OE étant le point de rencontre et d'angle 2 fois la mesure de l'angle qu'il y a entre le vecteur directeur de delta qui est V' et le vecteur directeur de delta prime qui est V' et le vecteur directeur de delta. On comprend donc que l'angle de notre rotation n'est rien d'autre que 2 fois la mesure de l'angle qu'il y a entre les droites delta et delta prime. Voilà l'information capitale. La première information, c'est que le centre, c'est le point de rencontre des deux axes. La deuxième information, c'est que l'angle de la rotation, c'est 2 fois la mesure de l'angle qui est entre les deux axes. Donc, si je veux maintenant écrire ma rotation de centre O et d'angle pi sur 2 comme étant à composer de deux symétries d'axes, première chose que je vais chercher, c'est de trouver deux axes ou bien deux droites qui se coupent en haut et qui vont former un angle de pi sur 2 divisé par 2, c'est-à-dire pi sur 4. Voilà. Alors, deux droites qui se coupent en haut et qui forment un angle de pi sur 4, je peux voir AC et IJ. Essayons donc de dire que rotation de centre O et d'angle pi sur 2, c'est encore la composée de AC, S de AC rond S de IJ. Alors, S de AC rond S de IJ, oui. Voilà. Maintenant, vérifions si cela vérifie les propriétés. Si jamais je veux plutôt partir d'ici pour là, je sais que ça va me donner rotation de centre O et d'angle 2 fois la mesure de l'angle formé par IJ, dans le vecteur qui est ici, AC. Donc, IJ et AC. Alors, quand je regarde IJ et AC, voilà IJ, voilà AC. Donc, ça part comme ça. Ça va bien dans le sens contraire les aiguilles du montre, c'est-à-dire le sens positif. Cela veut donc dire que ce qu'on a est effectivement juste. Voilà donc, chers élèves, comment je fais pour écrire une translation d'eau comme une rotation comme étant composée de deux symétries d'axes. Voilà ce qu'il fallait connaître. Alors, le bien fondé de ça, c'est quoi? Le bien fondé de ça, c'est que ça nous permet de pouvoir déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la composée de deux symétries, de deux isométries qui sont différentes. Par exemple, si je veux déterminer la composée d'une rotation avec une symétrie d'axe, voilà par exemple, ça c'est la composée de deux isométries. Donc ça, pour pouvoir déterminer donc ça, on est très souvent amené à décomposer notre rotation comme étant composée de deux symétries. Et donc voilà là où on utilise ça. Si je veux par exemple aussi déterminer la composée de la symétrie, une translation avec une symétrie d'axe, je suis obligé de décomposer la translation. Je peux être amené à décomposer la translation comme étant composée de deux symétries d'axe. Et donc si vous ne savez pas décomposer ça, vous allez buter. D'où l'objet de cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Laissez-moi des commentaires si vous avez des questions pour vous les poser. Merci.